ici de nouveau. Il y a des nouveaux venus. En fait, je me représente, juste pour la forme. Mon nom, c'est Joël Hibert. Je suis urbaniste, doctorant à l'Université Princeton et co-organisateur de Trajectoire Montréal avec Marie-Christine Lambert-Perrault, qui est ici, et Simon Harel, qui tweet, j'espère, qui est donc directeur du département de littérature comparée à l'Université de Montréal. En fait, là, donc, on a passé les 2 premières étapes de la journée. On a passé, donc, la journée s'intitule Lieu trajectoire. On a, en matinée, entendu une conférence de Sherry Olson sur les trajectoires passées de Montréal, donc sur les passés. Sherry Olson, qui est une géographe historienne à l'Université McGill, qui nous a décrit, donc, 3 patronymes principalement, mais qui travaillent sur des familles, en fait, sur des couples qui suivent leur évolution à travers l'histoire de Montréal, de la plaine de Montréal, devrais-je dire. On a travaillé aussi sur des lignes du temps. On a identifié des passés aussi, donc des histoires individuelles, l'histoire de Montréal, en parallèle de l'histoire universelle, bien sûr, qui affecte vraiment l'évolution de Montréal. On a ensuite passé au présent. On a dévoilé les résultats d'un sondage qui a été fait en ligne, où il y a eu 462 réponses. On a parlé un peu des grandes tendances qui sortaient de ça, autant des tendances à la fragmentation qu'à l'unité. Il y a des choses qui étaient... sur certaines questions, les gens de la banlieue, de la périphérie répondaient la même chose que les gens du centre. Sur d'autres questions, c'était très différent. Là, on entre dans la partie future. Les trajectoires possibles au futur, c'est la partie peut-être la plus expérimentale. Je vous explique un peu l'objet rapidement. Pourquoi moi, en fait, c'est important, premièrement, parce que dans la notion de trajectoire, il y a évidemment la notion géographique, mais aussi la notion temporelle. C'est important de pas seulement analyser, mais aussi de faire de la prospection et de sortir de nos zones de confort respectives. Surtout les universitaires, on parle beaucoup du passé, un peu du présent, et très rarement du futur, parce qu'on est en général pas très bon pour parler du futur. C'est pour ça que j'ai demandé à des gens qui ne sont pas des universitaires, des gens qui vivent dans l'action, différents types d'actions, de se prêter à un jeu, en fait, parce que c'est vraiment ça que c'est... En fait, c'est un jeu auquel on va assister. Un jeu de prospection où je leur ai demandé de réfléchir à ce que Montréal pourrait devenir. Et bon, ça va être suivi d'une conférence de Clarisse Arbonne, qui est ici, qui est aussi Beaussière Trudeau. Je dis aussi parce que je le suis, excusez-moi. Donc Clarisse qui va nous parler de sa propre trajectoire. Mais avant ça, on va entendre donc nos panélistes nous parler de ce que Montréal pourrait devenir, bien sûr, soit aux yeux de ses propres habitants, mais aussi aux yeux du monde extérieur. Parce qu'on a des gens ici qui sont spécialisés principalement dans le domaine de l'architecture, de l'aménagement, de l'urbanisme, donc qui ont un regard sur la forme, mais pas seulement sur la forme, sur la fonction aussi. Donc, c'est ça, on va se prêter à ce jeu-là. C'est Véronique Desilets, qui est à ma gauche ici, qui va animer la table. Moi, je vais écrire, je vais assister Véronique. Véronique va se présenter plus longuement elle-même, mais Véronique est une professionnelle, donc des communications et des affaires publiques. Elle a travaillé à la Ville de Montréal comme attachée politique. Elle a fait une maîtrise qui portait sur le branding des villes. Donc, le branding des villes, et elle a utilisé, évidemment, par ricochet, elle a utilisé le Code Montréal. Donc, elle s'intéresse à cette idée que les villes, évidemment, non seulement subissent l'image que le monde extérieur fabrique d'elles, mais aussi essaie d'imposer une image. Donc Véronique pourra nous entretenir de ça un peu plus longuement. Donc, Véronique, je te donne le micro. Emporte-nous dans ce troisième panel qui s'intitule Trajectoire possible ou futur. Merci. Alors, bienvenue dans ce panel. Je vais vous présenter en fait rapidement nos 3 invités, puis je vais les laisser se présenter eux-mêmes par la suite. Alors, on a Maxime Frappier, qui est architecte senior associé de ACDF Architecture. Sophie Gironnet, qui est directrice générale artistique de la Maison d'architecture du Québec. Et M. Dino Boumbarou, qui est directeur des politiques chez Héritage Montréal. Alors, on va commencer... Pardon? Moi, j'ai droit à monsieur. Ah! C'est les cheveux gris. Les miens tombent aussi, mais ils sont pas encore gris. Alors, c'est ça, je vais tout d'abord inviter les panélistes à nous parler un peu de leur trajectoire et du lien de Montréal dans cette trajectoire-là. oui, alors là, je comprends que ça, c'est pour l'enregistrement. Je n'ai pas besoin de parler plus fort que j'ai une voix de baryton basse première. Alors, normalement, ça devrait porter.
Peut-être même que je vais réussir à faire bouger l'aménagement arrière. C'est long. C'est long. Non, je vais me garder une petite gêne cet après-midi. Mais qui soit dit, en passant, assez intéressant dans les moyens. Pour moi, on m'a posé la question de faire cette petite présentation. Pour moi, c'est quoi Montréal? Est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'est pour le futur? Bon, qu'est-ce que c'est? Avant tout, pour moi, la première mémoire que j'ai de Montréal, c'était un Oldsmobile Cutlass Suprême, rouge vin avec les côtés en bois. Donc pour moi, Montréal, qui était un petit garçon qui venait de la Rive-Sud, c'était la grande sortie. D'aller sur le pont Victoria, d'écouter les pneus, faire le son, du bruit sur le treillis métallique. C'était extraordinaire. Puis l'entrée, évidemment, par le toit de Ville-Marie, Five Rose, alors, c'était vraiment quelque chose d'assez unique. Très rarement, quelques fois par année, ma mère m'apportait, puis soit pour aller acheter des pupitres ou aller voir des proches-chanteurs dans le Vieux-Montréal, qui était à l'époque vraiment assez désuet. Quand même, on s'entend, c'était crado un peu, sur mon expression, mais c'est cette belle mémoire. Alors, si je pouvais y mettre un mot, je sais que les mots viennent plus tard, mais pour moi, c'était vraiment cette notion de curiosité. En étant à Saint-Lambert jeune, on voyait la lumière de Ville-Marie sillonner le soir, on entendait le Grand Prix, on voyait évidemment le profil de la ville avec la montagne, donc c'était une grande curiosité d'être de l'autre côté de l'eau, mais à l'occasion d'y aller, puis par le passage avec le bruit du pont Victoria, donc il y avait quelque chose de sensoriel qui, d'après moi, développait cette notion-là de curiosité. Par la suite, évidemment, moi je suis déménagé ici assez jeune, en secondaire 2, et il n'y avait pas de gros classique à l'époque, c'était effectivement dans le secondaire 2, et ça a été pour moi une belle façon belle aventure d'apprivoiser la ville. Je suis arrivé jeune à Outremont. Et pour moi, Outremont semblait un quartier mal fait. Avec évidemment les références. On vient de la Rive-Sud, pour nous, on a de l'espace, on a des propriétés plus grandes. Alors on arrive en ville, puis simplement le fait d'être dans un tissu urbain plus serré, déjà le réflexe était, mon Dieu Seigneur, je suis dans le tiers-monde ici, ne sachant pas où j'étais. Alors des amis qui habitaient sur la rue Belleuil avec des grandes propriétés, mais il n'y avait pas de terrain, pas de gazon, donc c'était la pauvreté totale. Alors assez jeune, donc j'ai passé beaucoup de temps finalement à apprivoiser cette ville-là et à apprendre à apprécier chacun de ses coins, chacun de ses secteurs, ses quartiers. En étant très, très, très curieux, on a la chance, même jeune, d'avoir même des emplois d'été dans des usines, dans le coin de Frontenac, des usines de levure chez l'Allemand, puis travailler dans les... Alors, j'ai été vite confronté à plusieurs régions de la ville, ce qui m'a donné vraiment cette notion de... ce défi-là d'apprivoiser la ville. Maintenant, depuis que j'y travaille et que j'essaie de m'implanter davantage dans le milieu professionnel montréalais, c'est plus maintenant à l'étape, donc j'ai eu curiosité à comment apprivoiser la ville. Maintenant, je suis à chercher à comment la séduire. Et c'est toute une autre chose. Donc, l'apprivoiser, mais maintenant, chercher à la séduire pour vraiment me sentir pleinement acteur dans toutes les sphères de la ville. Je suis à cette étape-là. C'est un jeu de séduction avec ma ville. Une séduction pour me sentir encore plus capable d'y participer davantage dans un monde professionnel. Alors, je vais l'expliquer évidemment cette notion-là de... On est sur le terrain, mais on essaie de se faire une place aussi. Les grands bureaux sont souvent bien implantés. On a de la créativité, on essaie vraiment d'être un des joueurs importants, mais c'est absolument super intéressant d'essayer de séduire une ville. C'est un jeu de séduction qui est premièrement légal, qui peut se faire sans contrainte, au point de vue du mariage. Donc je souligne la bague, mais c'est vraiment pour moi super séduisant. Et une fois que dans ce jeu-là de séduction, ça me permet aussi de voir Montréal non pas seulement comme étant la finalité, mais vraiment comme le départ. J'ai eu beaucoup la chance de voyager récemment pour le travail, et pour moi, à chaque fois que je vais à l'extérieur, surtout en Asie depuis quelques temps, et je reviens à Montréal, et ça fait partie des explorations des mots qu'on a sortis, mais pour moi, Montréal, c'est ce terreau-là extrêmement fertile, qui est une ville très proche au point de vue de l'échelle humaine, et on peut développer des relations très vite avec les gens, et c'est pour moi donc un tremplin, mais pas un tremplin pour ne pas y revenir, c'est vraiment je veux être enraciné, mais profiter de cette échelle humaine-là, de cette bonté de la ville au point de vue humain et émotif pour aller conquérir les marchés un peu à l'extérieur. C'est pour l'enregistrement. C'est touchant d'écouter ça. Moi, j'ai réfléchi plus de façon plus géographique, parce que, comme vous l'entendez dans mon accent, je ne suis pas seulement québécoise, je suis québécoise de mère et française de père. Et ça a dessiné un peu ma trajectoire numéro 1. Moi, j'en vois deux. Celle qui est internationale et celle qui est
montréalaises. La première, internationale, c'est que j'ai passé toute mon enfance à faire la navette entre la France et le Québec, puisque mes parents, je suis une enfant de là-bas, mes parents étaient des stars de la chanson et du théâtre, et donc ils essayaient de faire carrière en France, et on venait, ils partaient, en tout cas on était toujours un peu entre les deux, et donc mon parcours est un peu comme, je ne sais pas si ceux qui connaissent Philémon avec les lettres de l'alphabet, moi j'étais sur les lettres de l'alphabet. Donc c'est un parcours vraiment transatlantique et dans les deux sens, donc à la fois qui se rattache à la tradition, à l'histoire du Québec, Nouvelle-France, etc. Donc c'est très marqué aussi dans l'histoire, comme dans la géographie. Donc une conscience de cette distance-là, qu'on essaie qui est un peu élastique, on vient en vitesse, on repart, et puis on passe son temps à arriver de la France quand on est au Québec et à arriver du Québec quand on est en France. Donc on est toujours frappé par les différences, plus que par les ressemblances. Donc ça c'est intériorisé et le berceau. Puis l'autre trajectoire, c'est celle montréalaise proprement dite, parce que, au fond, moi je suis vraiment une montréalaise de souche, plus que de souche, parce que quand je regarde géographiquement où j'ai habité dans Montréal, c'est finalement ma trajectoire montréalaise, elle est de la montagne au fleuve, du fleuve à la montagne. C'est-à-dire que bébé, j'habitais sur Forest Hill, après ça j'ai habité sur Ridgewood, j'ai fait mon primaire, vraiment, c'est même pas dans 5 km autour, j'ai jamais bougé de ça. Puis pour moi, Montréal, son intérêt extraordinaire, c'est justement ça, cette richesse géographique de la montagne, du fleuve et de tout ce qui se passe entre. Je peux pas m'imaginer vivre sur le plateau ou dans tous ces coins où il y a des rues rectilignes qui claquent, qui finissent plus. C'est terrible. Pour moi, sans montagne, là, c'est vraiment mon oxygène. Donc, c'est ça. Pendant un grand bout de temps, donc, toutes les études universitaires, je les ai faites en France. J'ai fait un bébé là-bas, je l'ai ramené ici, et lui, encore, puisque son père était français, mais resté en France, il a passé son temps et aujourd'hui, c'est peut-être pas une leçon qu'il étudie pour être capitaine de marine marchand. Bref, la tradition se perpétue. Mais je voudrais revenir quand même à Montréal et sa montagne, parce que, en pensant un petit peu à Melvin Charlot aussi, un petit salut, à la conscience géographique du cœur de Montréal, et à toute sa richesse, tous ces paliers. C'est absolument fantastique, je trouve. C'est difficile de s'en détacher. Et même aujourd'hui, je commence à rêver de me retirer à la campagne, mais c'est pas facile. Quitterai-je Montréal. Juste un dernier mot. Professionnellement, en tant que directrice de MAC, moi aussi je cherche à séduire la ville, à l'attirer dans notre lieu. Et là non plus, c'est pas facile. On pourrait séduire ensemble. Oui, mais effectivement. Pas se séduire, mais non, séduire ensemble. Mais il y a aussi l'idée de changer sa forme à travers la séduction des architectes, les inciter à être plus enthousiastes, plus tenaces. Donc ça, c'est une autre façon de modifier. Peut-être qu'il y aura des effets sur l'avenir. Mais là, on en parlera plus tard, sûrement. Merci. Merci de cette invitation. Trajectoire, écoutez, moi, Montréal, ce n'est pas mon lieu de naissance, d'abord. C'est un lieu, on dirait, de renaissance. Et je salue aussi Melvin, qui a contribué à ça, en nous ouvrant les yeux un petit peu. Melvin Charney, qui nous a quittés. Moi, je suis né ailleurs, je suis arrivé ici, puis évidemment, j'ai un oncle qui, de toute façon, si j'avais été ici depuis, je sais pas, 20 générations, on aurait toujours dit que je viens d'Afrique, visiblement pas le cas. Mais on vient tous d'Afrique, apparemment, ou du moins une bonne partie d'entre nous. Mais
On est arrivé ici en 64, puis on a habité dans un appartement, dans un bloc appartement qui ressemble beaucoup à la vie mode d'emploi, à l'immeuble Yacobian, à tous ces trucs-là. Finalement, à côté de chez nous, c'était une famille de pieds noirs. Un sous-sol, c'était des gens qui ont bénéficié de la vigilante attention d'une voiture fantôme de la Sûreté du Québec en octobre 1970. En haut, c'était une famille de Grecs. De l'autre côté, c'était une dame anglaise qui était là depuis les années 30. Juste à côté, c'était un latiniste qui parlait dans la cour de l'immeuble en latin avec d'autres érudits personnages, qui on ne comprenait pas cette langue, évidemment. Puis au dernier étage, il y avait un magicien qui nous sortait des 26 sous des oreilles. C'est quand même assez intéressant. On a passé des années là, puis on a déménagé. Puis dans le fond, toi, tu parles de 5 km. Moi, c'était 2 coins de rue. C'est d'un côté de la rue Van Horn et de l'autre côté de la rue Van Horn, à l'intérieur de l'îlot dans chaque cas. Mais c'est juste pour dire, à quelques mètres dans la pénétration d'un îlot, on est dans des mondes très différents. Puis je parlais de toute ma vie à Montréal. Moi, j'ai jamais habité ailleurs. J'ai juste fait. J'étais un petit peu à Rome pour faire des études, mais j'ai jamais habité ailleurs. C'était pas un. Pas sur Van Horn. Qui habite sur Van Horn? Au nord et au sud de Van Horn. Mais c'est très important parce que Van Horn, c'est quand même la maison Van Horn dont la démolition a été une espèce de moment mythique de refondation d'une alliance pour Montréal. C'est assez extraordinaire. Mais ma trajectoire, c'est donc d'être arrivé ici, sans trop se poser. Évidemment, avoir des voitures fantômes, des gens qui lisent le journal devant chez nous, ça pose certaines questions. On est dans les années où il va y avoir une espèce d'appel d'air pour des grands rêves. Puis là, on se rend compte, oui, Québec. Puis graduellement, on se rend compte que être québécois, c'est d'abord être un habitant de Québec. Alors, autre naissance comme Montréalais. Québec, c'est intéressant, mais égalité ou indifférence, où se trouve Montréal au Québec? Et graduellement, le dossier m'amène à réfléchir sur ça. L'Hôtel-Dieu, son expulsion du centre-ville, c'est l'abolition des éléments fondateurs de Montréal. Puis graduellement, on se rend compte que c'est une ville qui a une trajectoire très intéressante qu'on a amalgamée avec celle du territoire. C'est l'idée de citoyen, citoyenneté, cité, plutôt que citoyen, citoyenneté, pays, qui existe depuis le 19e siècle. Alors moi, je trouve ça fascinant. Et maintenant, bon, en comparant Montréal avec d'autres villes, ça amène pas juste à adorer davantage cette ville dans toute sa complexité. Ce n'est pas un palais, Montréal, c'est une cabane, c'est un village, c'est une accumulation, c'est un paquet de débris desquels sortent des choses formidables. Il y a cette qualité de renaissance à nouveau, mais dans le sens de réinvention, un tissu organique. Et c'est peut-être cette idée aussi d'un destin du lieu. À Montréal, on parle de la trajectoire personnelle, mais graduellement, ma trajectoire, ça a été de comprendre que c'est un site avec quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, que ce soit pas juste un fleuve où il y a de l'eau dedans, c'est pas juste H2O avec un vecteur de vitesse puis un débit par seconde. C'est qu'il y a une espèce de croisement de plusieurs choses qui se passent ici, qui nous disent, ben, ça fait partie de ces endroits où il est intéressant d'imaginer un avenir qui sera très différent de ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a un chaos inhérent à l'endroit qui va générer des choses à partir des éléments d'ordre qu'on y jettera. Tu sais, c'est une fournaise formidable à ce niveau-là. Et aujourd'hui, moi, la trajectoire que je donne à Montréal, c'est de la comparer avec d'autres grandes villes, pas uniquement par rapport à sa forme, par rapport à sa statistique et tout ça, mais par rapport à une espèce de génie absurde. Et je ne parle pas de génie en disant qu'il faut écrire, monter comme les anciens faisaient des hôtels à la divinité de la cité. Là, moi, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là, mais je trouve qu'il y a une espèce de génie chaotique ici qui n'a pas besoin d'exister en méprisant les autres, ses voisins comme ses lointains, mais qui a un droit de cité. C'est ce droit de cité qui me semble être, pour moi, un élément de ma trajectoire à venir, c'est-à-dire une reconnaissance de Montréal. Reconnaissance ou indifférence. Reconnaissance pour nous, indifférence pour les autres, puisque c'est ça qu'on subit. Merci.
Merci. Alors, on va passer tout de suite, je crois, à la prochaine période de créativité, qui est, en fait, on va demander à nos 3 invités de nous décrire, dans leurs propres mots, là, des trajectoires futures. Donc, soit une image, un mot, une expression. Maxime? Oui. Ah, OK. Écoutez, effectivement, merci pour l'invitation, Joël. On s'est croisés, nous, dans une émission de radio il n'y a pas si longtemps que ça, ma génération, qui est une émission qui n'existe plus. On doit avoir été des derniers, mais ça avait été très intéressant d'avoir eu la chance d'échanger, puis d'avoir quelqu'un qui était un urbaniste, qui avait autant de mots minutes. La parole. Ce qui est un peu commun. Alors, l'exercice, je ne savais pas trop si j'avais bien compris, mais je vais le faire, puis ça va venir vraiment des récentes expériences qu'on est en train de vivre, sur lesquelles on se pose des questions. Le premier titre que vous voyez en arrière, donc, Montréal, la rue, nouveau canevas. Très récemment, on s'est posé sur la question du futur des villes. Et il y avait une compétition à New York, d'ailleurs, sur cet aspect-là, une compétition d'architecture urbaniste, qu'on a faite avec 2 étudiants que j'avais eus à l'université qui sont venus dans le bureau bosser pendant un mois et demi sur cette notion-là. Et on s'est beaucoup réfléchi sur le futur de nos villes. Vers où ça va aller? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur? On essaie de s'interroger. Et assez rapidement, on s'est vraiment questionné sur la rue. L'infrastructure de la rue, fort probablement dans les 50-100 prochaines années, avec le mode de transport qui est en train de changer, devient à 30% presque de superficie totale d'une ville. Je ne sais pas si c'est exactement le bon pourcentage. On sait que c'est un pourcentage très important de la superficie de nos villes, qui est appelé fort probablement à être transformé, à être adapté. Et pour moi, là, ça va devenir une occasion extraordinaire pour toutes les villes du monde de pouvoir peut-être trouver une façon de se réapproprier la rue et d'en faire quelque chose de peut-être un petit peu plus intelligent. Donc on parle d'infrastructures intelligentes qui sont non pas seulement juste un support à l'activité urbaine, mais qui deviennent plutôt plus qu'un support, mais vraiment une fondation de toute notre façon de vivre la ville, puis de l'aimer davantage, puis de pouvoir s'épanouir, puis de contribuer à ce fameux, et je vais retenir longtemps, M. Boumbabou, votre titre, le génie chaotique, contribuer à ce génie chaotique-là montréalais. Alors, vous avez évidemment une référence ici en arrière, c'est un peu simple de parler tout simplement de l'avenue de transformation piétonne des rues, mais c'est déjà un virage qui est en train de s'amorcer. Récemment, cet été, une petite visite à New York, quand on se rend compte que Times Square est fermé, la moitié de Times Square est fermée pour les piétons. On n'aurait pas pensé ça il y a 15 ou 20 ans. C'est un revirement de situation assez majeur. Et même à Montréal, de plus en plus, on commence à constater justement, oui, on est capable de fermer la rue dans le quartier gay. Ben oui, le musée, à côté du musée, on va être capable de condamner la rue pour l'été, puis faire une installation. Puis le musée McCourt, ben la même chose. Puis, alors, c'est un mouvement qui est en train vraiment de prendre de plus en plus d'ampleur. Pour l'instant, c'est une réappropriation de la surface, mais dans notre exercice de projection dans le futur, nous, on s'était beaucoup questionné sur comment maintenant les infrastructures qui sont souterraines, qui de toute façon sont à changer, et dont on souffre fréquemment dans nos villes. Hein. Les chantiers, on défait l'asphalte, on défait la sous-fondation de béton, on refait le béton. Est-ce qu'on ne va pas être capable un jour d'imaginer ces structures-là urbaines comme étant vraiment des espaces qui vont servir la communauté, non pas juste être des éléments de souterrain? Alors pour moi, la ville, la rue comme nouveau canevas, ça va amener énormément d'opportunités pour développer différents quartiers. Je ne pense pas que ça va se faire très, très, très vite, mais peut-être beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Et ça m'amène peut-être à la deuxième image, ça va être une espèce de brouillon entre trois thématiques semblables. Pour moi, la ville laboratoire, Montréal, le futur, c'est une ville de laboratoire. C'est une ville qui est encore, on est encore capable de domestiquer, elle est à l'échelle humaine, elle va le demeurer, parce qu'on n'est pas dans un contexte de croissance qui ferait en sorte qu'on ne serait plus capable de contrôler. Il faut être réaliste, là, on n'en fait plus assez d'enfants, on n'a plus d'activité économique très très forte, on va avoir une certaine forme de croissance, mais qui peut être intelligente, et pour laquelle on va pouvoir, comme créateur, puis tous les intervenants de la ville, participer à faire en sorte qu'on ait une ville meilleure. Et pour moi, le ville laboratoire, c'est ce qu'on vient de constater. On a déménagé nos bureaux très récemment sur de Gaspé, et puis là, on a été confronté à ce piano urbain. Extraordinaire. Et là, on va parler de romantisme tantôt, je parlais de séduction, mais pour moi, le piano urbain, ça, c'est la plus grande découverte et ça fait partie pour moi du laboratoire. Comment on se réapproprie la rue? C'est pas juste en faisant des plantations, puis en mettant des tomates, puis en trouvant une façon d'avoir plus de plantations vertes, puis moins de voitures, puis plus. Il va y avoir des occasions extraordinaires de faire en sorte que les habitants, les gens qui habitent la ville,
ne sont pas confinés maintenant uniquement à leur lieu de résidence, qui sont de plus en plus petits. On commence à être capable d'habiter dans des plus petits logements pour avoir une meilleure densification, mais on va recommencer à vivre sur la rue. Et si des gens n'ont pas vu ça, je vous invite à y aller avant que le piano soit rangé pour l'hiver. C'est extraordinaire. La semaine, les gens du travail arrêtent le midi, ils vont s'acheter un sandwich, ils reviennent, les gens jouent au piano, ils se changent le piano. Le week-end, c'est des enfants qui viennent pratiquer leurs cours, avec des gens, des passants qui viennent prendre leur café, donnent des cours un peu aux petits-enfants qui ne connaissent pas, mais ils sont confrontés à les rencontrer et à leur parler. Alors, des postes comme ça, je les appelle des satellites de rassemblement urbain, qui viendraient peut-être, justement, finalement, combler le vide que je crois que toute société a en ce moment, qui a évacué la religion, là, notre vide de communication entre citoyens et citoyens proches là, de notre communauté. Tous les gens se rencontraient dimanche à l'église. Dimanche matin, on se rencontrait, on s'entraidait. Le petit garçon de 13 ans avait besoin d'un ouvrage, c'était l'occasion d'essayer de voir s'il ne pouvait pas trouver un job chez quelqu'un, chez un voisin, puis peux-tu faire le gazon chez vous? Puis les gens se parlaient. Maintenant, dans certains secteurs, il n'y a plus ça. On ne se parle plus. Je trouve intéressant le propos de M. Bomero de citer, moi, mes voisins, c'était ça. Il y avait cette proximité-là en appartement. Mais il y a un individualisme aussi qu'on peut constater, mais je pense que Montréal du futur va être une ville qui va être beaucoup plus tissée serrée, une ville à l'échelle humaine, une ville où les gens vont s'entraider puis vont participer ensemble à grandir et à éduquer, évidemment, petite famille et tout ça. Donc, ville, laboratoire, vous voyez aussi, évidemment, en bas, là, si tu reviens en arrière un peu, Joël, je montre les tomates puis les poules parce que c'est comme une caricature, là. Mais c'est une caricature qui est importante. Pour moi, le laboratoire, c'est qu'on a une ville qui va nous permettre d'être précurseurs dans le monde. Et il va falloir aller au-delà de nos Bixi, là. C'est mon expression, mais les Bixi, ça existe partout depuis longtemps. Oui, les Bixi, la marque Bixi, mais je pense qu'on est encore capable d'aller beaucoup plus vite que d'autres, de proposer des façons de vivre différentes. Et on a une ville à l'échelle pour nous permettre de le faire. Et ça va prendre évidemment une certaine forme de leadership, mais ne pas arrêter des événements comme vous faites là, c'est une super initiative. Puis après ça, de mousser le plus possible, on parlait de séduction, mais c'est de diffuser ces belles aventures-là de piano urbain. Et le dernier image, après ça va ouvrir la porte évidemment à une discussion. Montréal, architecture, romantisme. Bon, alors là, vous voyez les images du haut, là je vais vous donner un petit topo. Je pense que Montréal, la ville du futur, ça va être la ville du romantisme. Ça va être la ville à venir visiter dans le monde, pour venir se promener en couple, pour vivre des moments extraordinaires de recueillement, être confronté à différentes nationalités. Alors ça va être un parcours de romantisme, et romantisme qui ne sera pas juste à cause des surprises et du chaos, mais où on va favoriser la création et la composition. Et là, je reviens à la notion de composition, puis je vais faire un parallèle avec les défis auxquels on fait face maintenant, mais que j'espère qu'on va être capable de renverser pour que Montréal devienne cette ville-là romantique. J'ai mis des photos de Claude Monet. Ah oui, il y en a une. Alors, le jardin de Monet avec les saules puis le petit truc. Récemment, je présentais un concours, un projet qu'on était finaliste pour un concours à Taipei, à l'autre bout du monde, avec des grands jurys là, intellectuels, tout ça. Donc, je dis, ben là, le jardin, ça va être un jardin de Monet. C'est fini, là, d'essayer de toujours aseptiser nos places publiques, puis qu'il n'y ait plus rien, puis qu'il y ait juste du papier minéral, puis le banc contrôlé parfaitement. Puis, on peut-tu revenir un peu à la jouissance là, romantique, puis avoir du plaisir, puis du fun? Excusez-moi l'expression, mais je trouve qu'on tend vers l'aseptisation de toute, si ça peut se dire, là, de toute notre démarche de création comme architecte, et même comme architecte de paysage, pour chercher le minimalisme, le côté très punch. Mais on oublie ce caractère-là humain où les gens ont besoin de se retrouver dans des lieux romantiques, dans des lieux où là, on est bien et on est à l'aise. Moi, la mémoire que j'ai, bon, j'ai l'Oldsmobile, hein, c'est moins romantique un peu, mais j'ai aussi la mémoire d'avoir habité jeune sur un verger tous mes étés où il y avait 3 sources naturelles, et dans chaque petit ruisseau, il y avait des menthes qui poussaient. Puis à chaque fois qu'on était fatigué, on enlevait nos bottes, puis on mettait nos pieds dans l'eau, puis on appréciait les menthes, puis les saules qui pendaient par-dessus. Il y avait une notion de paysage composé, non pas trop épuré. Et pour moi, la ville, ça va faire partie de ça. Ça va de laisser la place aux créateurs, aux architectes pour faire des projets de composition architecturale et non pas juste des résultats. Et pour moi, le résultat en ce moment, c'est ce à quoi on fait face. Je trouve que la plupart de nos projets actuellement, il faut regarder un peu, là. Ce qu'on voit apparaître récemment dans les projets architecturaux à Montréal, c'est qu'il y a une surcharge de gens qui veulent composer avec l'architecte.
et qu'on n'a plus la place pour faire la création. Et là, on n'a plus un résultat romantique, on a une résultante. On a une résultante de plusieurs opinions qui fait en sorte qu'on a une tourtière, mais qui n'a pas une tourtière un peu réchauffée. Là. On manque de sel à quelque part, mais on ne sait plus trop qu'est-ce qui manque parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui a décidé de faire la recette de grand-mère depuis 4 ans, puis depuis 40 ans, puis c'est la même recette, tout le monde essaie de s'en mêler. Alors, pour moi, la ville du futur, moi, ça va être une ville qui va être romantiste, faite de plein de belles surprises, qui ne sera pas trop contrôlée, où on va exploiter ce génie-là chaotique en laissant place encore à la création. Je vais vous donner un petit exemple récemment. On faisait une intervention pour des projets et on nous imposait, le comité consultatif urbaniste, donc les gens nous imposaient d'ajouter des éléments, comment dire, à la mode sur nos façades. On nous imposait de faire des façades, des fenêtres en quinconce encore. Ça, j'ai été extrêmement surpris. On nous imposait d'appliquer le même style contemporain qu'on peut voir récemment, là où tout le monde utilise la même sauce. On nous imposait une certaine forme de modernisme à tout prix, briques noires et fenêtres en quinconce, et on m'imposait de faire ça alors que, comme architecte avec une réputation un petit peu plus créative, je disais non, c'est fini, là. Il faut peut-être revenir un petit peu, là. On cherche la plus. On m'imposait à être plus flyé que je le suis moi-même. C'est quand même assez. C'est quand même. Et là, j'ai réalisé que, attention, là, on est en train, oui, sur le dos de ce chaotique, de cette espèce de notion de Montréal où tout peut se faire, mais en même temps, tout se fait trop. On ne laisse plus la place à la création architecturale qui est bien assise et qui est bien pensée. Et ça, c'est la touche. C'est ma vision du futur, mais en même temps qui est très en danger. On voit Montréal en ce moment qui plutôt a tendance à nous demander d'être toujours un peu dans le même mouvement. On ne laisse pas place du tout à l'originalité. Ou on laisse place, mais c'est très, très, très périlleux, très difficile pour y arriver. Alors, c'est plus un souhait. C'est une vision qui est un souhait, mais une vision romantique, avec des interventions urbaines à l'échelle humaine. Vous savez, on a eu beaucoup de discussions récemment au bureau sur la notion d'iconisme. Puis, monsieur qui est venu ici récemment, il y avait un article dans la presse. D'ailleurs, je salue, il y avait enfin un article qui parlait d'architecture dans la presse il y a quelques mois de cela. C'était un événement absolument extraordinaire. On ne parlait pas juste des maisons. Depuis que Sophie n'y est plus, ça nous manque, tu nous manques, Sophie, beaucoup. Oui, je suis là. Alors, effectivement, un article dans la presse où il nous parlait de monsieur de l'UNESCO, j'ai oublié son nom, qui nous disait, l'iconisme à tout prix, des grands projets d'architecture sculpturale, puis là, les grands gestes, c'est fini. On revient davantage à une notion d'iconisme, plutôt une ville qui va se démarquer par sa relation à l'échelle humaine, à la hauteur d'homme. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Quelle expérience spatiale on peut avoir? Pour moi, Montréal, le côté romantique, ça va être ça. Ça va être sa relation à l'humain. Puis comment on est capable, en se promenant dans les rues, d'avoir toujours des surprises, toujours des moments presque de tendresse avec sa ville. Moment de tendresse avec sa ville. Oui, décidément. Oh là là. Alors, moi aussi, je vais être très positive. Je trouve extrêmement positive, c'est encourageant. Je ne sais pas si j'ai pas une vision futuriste de la forme de la ville du tout. Je peux réfléchir à ça. En fait, bon, j'ai juste laissé les mots surgir comme ça. Peux-tu rappeler, Véronique, c'était quoi l'exercice pour que tout le monde... Oui, en fait, c'était de décrire en quelques mots une expression, un mot, une expression. Il fallait choisir 3 mots, m'a-t-on dit. 3 mots, 3 expressions. Ouais. Alors, j'ai juste laissé un peu par association d'idées, un peu comme un exercice psychanalytique, parce que je réalise avec surprise que les 3 mots qui me sont venus en tête correspondent tout à fait à la trajectoire que je vous ai décrite tout à l'heure, mais c'était complètement involontaire. Je ne sais pas pourquoi. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est brise-glace. Pourquoi brise-glace? Puis après, j'ai réfléchi à ça. Bon, avec la fonte des glaciers, avec le passage du nord-ouest, c'est comme ça qu'on dit, qui s'ouvre, je pense que Montréal sera, disons en 2050, un des points chauds, un des lieux vraiment importants du trafic maritime et du trafic commercial vers le nord. Je suis certaine que ça va être une explosion, enfin, j'imaginais ça, que ce serait une explosion commerciale, économique, etc., à partir de ce point. Pourquoi brise-glace? Ben, à plusieurs échelles. D'abord,
Montréal, c'est le point de chaleur latin sur un continent nord-américain puritain. C'est là on est plus athée, on est moins marié, on le sait bien, c'est le lieu de Lily Saint-Cyr et autres. Bon. Et ça reste ça, hein. Ça reste encore. Donc je pense que ça va. C'est vraiment ancré dans la culture et la caractéristique de Montréal. C'est un peu le lieu, à l'échelle québécoise, cette fois, à l'échelle de la province, où on casse la glace. C'est là que les immigrants arrivent. C'est là qu'on a un premier contact. Donc on casse la glace entre nous. Donc toujours brise-glace. Et puis bon, stratégiquement, comme je l'ai dit, je vois une ville avec beaucoup plus de trafic maritime, un port multiplié, et tout ce que ça apporterait. Bon, ça c'est complètement de la science-fiction, mais c'est pas fou, à mon avis. Le deuxième mot qui m'est venu en tête, c'est show business. Bon, pas étonnant, mais parce que, Montréal se développe sur le plan de l'urbanisme, même carrément, à partir Enfin, c'est en relation avec le quartier des spectacles, bien sûr. Je trouve que Montréal, il y a plus ou moins de plans d'urbanisme, il n'y a pas de plan, en fait, mais c'est un peu le showbiz qui décide de quels quartiers vont être développés, quels quartiers vont être... Alors bon, ça a plusieurs connotations pour moi, show business. D'abord, je pense que aujourd'hui, maintenant, Montréal reste un carrefour des arts vivants en particulier, théâtre, cirque, festival de rue, humour, etc., qui est vraiment, chansons. C'est un des lieux sur la planète les plus dynamiques. C'est hallucinant. C'est un fait. On peut vraiment être content de ça. C'est un phénomène jusqu'à récemment, c'était un phénomène volatile. C'est-à-dire que les quartiers... puis là, quand je parle d'art et de culture, je parle aussi de la vie nocturne, de tout ce qui est un peu les plaisirs, la fête, mais aussi la création, la créativité. Puis, sur le territoire montréalais, ça se déplace. Le centre même, ça a été Sainte-Catherine, après ça a été un peu plus au sud de Sainte-Catherine, le Monument National et tout. Ensuite, c'est remonté, dans les années 80, c'était le luxe, tous ces coins-là, le Myland et tout. Mais ça bouge beaucoup. Ça, c'est typique de Montréal aussi. C'est pas le coin où il n'y a pas le Broadway, machin. Jusqu'à récemment. Maintenant, les urbanistes et le business, le côté business du show business s'en mêlent. Et avec lui, le phénomène de l'aménagement urbain commandé par les producteurs de festivals. Donc là, il y a une petite perversion. Tant c'était off, c'était vivant, ça bougeait sur le territoire. Là, ça se met à s'ancrer dans le béton, dans les trottoirs, dans les bancs, dans les luminaires, tout ça, ça commence à prendre une forme, disons, pérenne, static wave. Donc, il y a un côté inquiétant à ça. Est-ce que ça va rester vivant et tout? Mais je suis persuadée quand même que Montréal restera encore longtemps un des foyers, qu'est-ce que tu disais, une fournaise, tu parlais de fournaise tout à l'heure, c'est une fournaise de création en art, en littérature aussi d'ailleurs, pour certaines raisons, qui vraiment changeront peut-être pas de sitôt, c'est-à-dire la mixité, la présence de plusieurs cultures de façon, disons, civile, ouverte, gentille, sympathique, la présence d'une certaine ouverture d'esprit, une certaine liberté, enfin tout un tas de facteurs qui font que c'est favorable à l'éclosion de l'art. Et bon, je pense que ça va continuer à jouer sur la façon dont Montréal va se développer. Ça, c'était mon deuxième mot. Mon troisième, il m'est venu dans le métro en venant. C'est vraiment la dernière minute, qu'est-ce que je vais dire, mais au fond,
Dans le métro, je suis toujours épatée par la multiplicité des ethnies. Ça, c'est fou. Et puis la façon sympathique, chaleureuse dont on se déplace dans le métro. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a eu un pauvre sans-abri tué par un policier dans le métro, pour moi c'est un choc parce qu'on n'est plus à Montréal. C'est complètement anti-montréalais. Et il y a une publicité en ce moment où on voit les gens se lever, bondir dans le métro et puis se mettre à danser. Puis là, il y a un juif hassidique, toutes sortes d'ethnies, mais c'est beau. Je vous assure, pour ceux qui ne prennent pas le métro souvent, c'est beaucoup plus diversifié encore que dans la publicité à la télé, pour ceux qui fait du marketing. Donc, pays de cocagne, c'est ça qui m'est venu en tête. Montréal, c'est un pays de cocagne. Donc, comparativement à partout ailleurs dans le monde, on est gâtés, ça n'a pas de bon sens. On a les 4 saisons. Ceux qui s'ennuient de l'été en hiver peuvent l'attendre. Ceux qui s'ennuient de la neige en été peuvent attendre la neige. On peut toujours espérer à la saison prochaine. On peut toujours attendre autre chose. Et j'espère que ça va le rester. Alors aujourd'hui, c'est certain que c'est le pays de cocagne, mais demain, point d'interrogation, ça dépend de nous. Voilà, je finirai là-dessus. Oui, merci. Wow, c'est fascinant tout ça. Que dire? Alors, une des grandes déclarations, je la fais ici, je l'ai faite à l'agenda 21 pour la culture à Québec. C'est toujours bien d'aller à Québec. Une fois de temps en temps, là, il y avait toute cette salle pleine de gens du milieu de la culture. Parce que vous savez, on s'intéresse au patrimoine, on se pose toujours la question, la culture comprend-elle le patrimoine? Hein? Dans tous les sens du mot comprendre. Et alors je dis, voilà, ces gens disaient, il faut revendiquer le développement durable. Voilà. La culture, j'ai dit, software, hardware, Tupperware. Alors, où est-ce que vous vous situez? Puis finalement, les gens ont encore une très grande culture du Tupperware, qui est quand même un élément de l'après-guerre, qui rime avec Tupperware. Mais il y en a deux que j'ajouterais, c'est where et nowhere. Mais ce n'est pas mes 3 mots. En fait, j'en profite. Tant qu'à avoir le micro, vous savez, quand on prend le micro... mais il y a des liens entre tout ça. Puis finalement, les 3 mots auxquels j'ai pensé en répondant à l'injonction de Joël, c'était un mot, c'était 2 mots et c'était 3 mots. Donc, soyons méthodiques. 1 mot, côte. 2 mots, 80. 3 mots, PPP. Et on avait droit à une expression aussi, hein? C'est vrai, ça. Alors, passons-en. Soyons systématiques. Côte. On est dans Côte des Neiges ici. Mais on pourrait être à Côte de Liesse. Il n'y a pas de pente. C'est là où on a mis l'aéroport. Donc, c'est une géographie qui est un peu multidimensionnelle. Et Côte des Neiges, ça n'a rien à voir avec la neige. Ça fait un lien avec Sainte-Marie-Majeure à Rome, ce nom-là. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Audier, le fondateur des Sulpiciens. Et le nom de Notre-Dame-des-Neiges, c'était la petite chapelle dans le fort des Messieurs sur la rue Sherbrooke de l'autre bord. Donc, géométrie complètement polymorphe. Il y a beaucoup de choses et ça, la côte, c'est plus que le relief. À Montréal, c'est aussi la rive. Magnifique vue sur l'écran ici, une vue aérienne qui nous parle du site de Montréal. Et l'avenir de Montréal, c'est aussi d'assumer son site. Donc, on a été formidable. On a vu qu'on avait à peu près 3 mm de plage qui avait été mise dans le Vieux-Port. C'était formidable. Finalement, c'était un balcon ensablé. C'est une très belle chose. Finalement, on va arrêter de cracher dessus. Hein. D'ailleurs, ça salit du sable. Et puis, mais c'est microscopique. Alors, comment est-ce qu'on peut réinventer les accès au fleuve avec une nouvelle idée qui n'est pas juste typiquement du monde de l'environnement où tu ne peux rien faire sans acheter? C'est finalement une idée assez médiévale. Agir, c'est posséder. Hein? L'environnement doit être le nouveau souverain, donc il faut acheter tous les terrains au lieu d'établir des ententes de collaboration, au lieu d'imaginer des machines pour enjamber les machines du port pour qu'on puisse toucher l'eau, pour qu'on puisse l'avoir. Pas besoin d'expulser le port de Montréal, on peut vivre avec, donc, mais assumer notre site. On est un port. C'est un port qui était formidable. Tu parles de tout ça, c'est fascinant, parce que finalement, le port de Montréal était 1000 km
je pense, plus près de New York, de l'Angleterre, et c'est pour ça qu'on existe comme ville. Il y a ici des érudits personnages qui pourront certainement me donner la mesure juste, mais ça a été un avantage que personne ne comprend, parce qu'on a décidé que Montréal devait se replier sur l'échelle québécoise d'une certaine façon et oublier le fait que c'était un des éléments du pont impérial. Bon, ça avait été l'Empire des Français, ça aurait été pareil, mais là, c'était les Britanniques, ça donne. Mais on était dans un système planétaire qui est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais la côte, c'est cette rive. Puis la côte, c'est aussi celle des Vasco de Gama qui ont quitté leur terre pour arriver ici. Donc, c'est la côte, la terre d'accueil. Le deuxième mot, mais pensons à ça, c'est une espèce de la géométrie, géographie, puis finalement les éléments un peu paradoxaux, on appelle, je ne sais pas si vous êtes déjà allé essayer de faire du ski sur Côte-de-Liesse, c'est très difficile, hein, ça ne donne pas grand-chose. Côte-Vertu, c'est pas la même chose. Hein. Côte-des-Neiges, oui, mais si on connaît son Montréal, on se dit, comment ça se fait, il y en a plusieurs, il n'y a pas juste la Côte-des-Neiges. Hein. Côte-Vertu, là, tu comprends, il y a quelque chose de plus que l'évidence ici. Deuxièmement, 80. Alors, moi, je salue profondément Sophie qui a pris le métro, mais moi, c'est la 80. Et c'est un monument, c'est comment le débat, le ou la 80. Entendez? Un canon ici de l'Académie. C'est l'autobus. Voyons, c'est l'autobus le plus fréquenté à Montréal. Là. C'est l'avenue du Parc. Non, c'est la 80. La 80, ouais. Le 24, mais la 80. Mais le 160, la 161, il faut juste, c'est naturel de dire ça. Mais la 80, c'est ce tramway nommé Montréal, finalement, d'une certaine façon. Il n'y a pas besoin d'être un tramway, mais si vous prenez ce circuit-là, c'est un carottage à travers l'histoire, à travers le peuple, à travers les gens. C'est une espèce de Compostelle du quotidien, dans le fond, où d'une heure à l'autre, on voit des autobus super brodés ou des gens qui sont les travailleurs du petit matin, des étudiants, des fêtards. C'est incroyable, cet environnement-là. Et c'est incroyable que ce ne soit pas traité mieux que ça. Parce qu'il aurait dû y avoir des auteurs, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre Michel Tremblay ou David Fenario. On devrait avoir notre génération de nouvelles de Montréalais. Avant qu'il fasse un roman sur le Bixi, il devrait en faire un à 80. Mais c'est aussi cette notion de parcours, c'est les heures de la ville. Et ça m'amène au troisième mot, le PPP. Alors évidemment, PPP, tout le monde va se dire, bon, ça y est, parlons de ce qui se passe avec l'opération Marteau et le PPP du CUSUM. Mais vous savez, on est dans cette culture de l'acronyme, mais des fois on peut faire dire toutes sortes de choses à l'acronyme. Tu sais, l'identité de Montréal là, qui passe par MTL, ben MTL, tu sais, moi je m'entends. Combien de fois j'ai entendu des spécialistes qui me disaient que c'est pas la façon française d'abréger Montréal, ça. Je ne sais pas comment ça devrait être, mais on ne peut pas abréger avec un... Il faudrait qu'on revoie MO, MON, point, je ne sais pas quoi, mais MTL, c'est les Anglais qui ont fait ça. Parce qu'on ne prononce pas le T en français, donc ça ne devrait pas ressortir dans l'abréviation. Mais qui c'est qui essaierait de changer ça? C'est comme dire, la croix sur le Mont-Royal, c'est un reliquat de l'oppressive Église catholique, il faut enlever ça, mettons une espèce de bidule à la orbite, comment il s'appelle, Tata, puis les Olympiques de... Non, tu sais, il y a des choses, c'est comme ça, ça fait partie du paradoxe. Mais dans le PPP, on pourrait aussi penser à la puissance plurielle du patrimoine. Et quand on parle de patrimoine, est-ce qu'on devrait arrêter de... Le patrimoine, finalement, c'est l'autographe des aventures humaines. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est gravé, c'est quelque chose... Puis, je ne parle pas juste du bagel, hein, on a tendance à... Mais pensons à ça, cette notion d'autographe. Et les aventures humaines, c'est de la personne à la population, à la planète. C'est un autre PPP. Mais celui auquel je pensais aussi, c'était promenade, paysage et panorama. Vous savez, Montréal existe depuis... Là, tu triches, hein? Comment ça? Ben, parce que tu mets plus de mots. Ben oui, mais c'est ça. Non, c'est quoi? On a dit expression PPP. Là, moi, je ne sais pas si on avait fait un tir de la table. Ici, il y a de la pluralité dans cette pièce. Alors, peut-être qu'on aurait eu
50 interprétations d'expression PPP. Moi, j'en donne juste une dimension, c'est que dans notre culture de l'acronyme, il faut aller au-delà des conventions. Et Montréal existe donc depuis 1535. Ça a été fondé en 1535. Ça a été inventé plus que fondé lorsque Jacques Cartier a découvert le panorama. Et la veille, il avait déjà pressenti ça, un autre P, pressentiment. C'est l'idée en nommant la montagne. Alors, on a créé une ville qui n'existait pas en nommant un lieu. Puis moi, ça m'impressionne énormément parce qu'il récite ça, il dit comment finalement ils ont inventé Montréal, dans le bon vieux sens d'inventer, découvrir, pas juste patenter un autre pays. Et cette notion du panorama, c'est aussi comprendre le site, mais à travers la promenade, c'est une expérience de la cité et de sa population. Et c'est aussi d'aller au-delà du paysage comme processus. Je pense que aujourd'hui, le mot paysage est très fashion, si vous me permettez. Même dans le domaine du patrimoine mondial, on a même des enjeux, parce qu'à un moment donné, les Norvégiens voulaient être tellement en avant qu'ils ont dit on a inscrit des églises du Moyen-Âge, vous savez, sur la liste du patrimoine mondial, n'est-ce pas assez? On va les paysager, c'est-à-dire qu'on va réinscrire ces églises qui sont extrêmement précieuses. Un autre pays, en disant, non, c'est pas l'église qui est important, c'est le paysage culturel. Je dis, mais tu sais, si les églises passent au feu, là, on a perdu quelque chose. C'est pas juste le software du paysage, c'est le hardware réel, authentique. Et ce sont des éléments. Alors, on sait que la question des PPP énerve beaucoup de gens. Surtout que les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur, mais peut-être c'est parce qu'on n'a pas publiquement pris ces paroles nécessaires. Il semble que, donc, Côte 80 et puis PPP. C'est juste comme ça. Et je note qu'il y a une contestation de la part de Mme. Un proté. Alors, je pense qu'on va passer au public. Est-ce que tu voulais... Oui, en fait, ben c'est ça. On a exploré plusieurs avenues, c'est évident, puis vos profils respectifs ont amené, en fait, différents points de vue. C'est vraiment super intéressant. J'ai pas parlé du tout du branding ou de mon expérience, un peu de trajectoire et de mon étude de ce sujet-là, mais c'est ressorti beaucoup, en fait, dans plusieurs soit des mots, des expressions ou des images que vous avez soulevées. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'idée du branding, le branding, lorsqu'on l'applique à un territoire, c'est vraiment l'utilisation de l'image de marque pour mettre de l'avant ce territoire-là, pour faire la promotion. Mais il y a un volet qui est vraiment lié à la trajectoire de sa population aussi. Et comment, à l'interne, les gens décrivent leur territoire, comment ils s'associent, ils s'identifient à leur territoire. Parce que on parle de branding, mais c'est sûr que les gens pensent que c'est l'image extérieure d'entrée de jeu, mais il y a toute une expérience liée à la composition ou à la population qui devient un ambassadeur de cette marque-là aussi. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux volets à une promotion extérieure. Donc, oui, c'est des sujets qui s'entrecroisent et qui sont très intéressants. Je pense que là, est-ce que tu voulais pour la suite des choses, on va y aller avec... peut-être, on voulait faire appel à tout le monde ici pour poursuivre la discussion, s'il y avait des questions pour les panélistes, mais aussi s'il y en a qui avaient envie de partager ce qu'ils voyaient, ce qu'ils projetaient comme trajectoire pour Montréal pour le futur. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient peut-être nous parler d'une expression ou d'un mot ou